bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on aborde un sujet sensible mais vraiment fondamental. Les troubles psychiques qui peuvent survenir pendant la grossesse et la première année après. On s'appuie sur le référentiel national de psychiatrie, celui qui sert à la formation des médecins en France. Oui, tout à fait. Notre objectif, c'est un peu de décrypter ce qui se joue pendant cette période de grands bouleversements. Physiologiques, psychologiques, sociaux aussi. C'est ça, c'est une phase de vulnérabilité clairement, où des difficultés peuvent apparaître, ou parfois ressurgir d'ailleurs. Et c'est important de le dire. Ah oui, essentiel. Parce que ces troubles, ils sont pas si rares. Et ils peuvent toucher n'importe quelle femme, qu'elle ait eu des soucis avant ou pas du tout. Et l'enjeu, il est double. La santé de la mère, bien sûr, mais aussi l'impact possible sur le bébé, sur la famille. Donc, le repérage précoce est clé. Absolument. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend cette période si spéciale et quels sont les signaux d'alerte? Disons que c'est une accumulation de changements énormes. Et tout ça, ça agit comme des facteurs de stress importants. D'où l'importance du dépistage, j'imagine. Exactement. L'entretien prénatal du 4e mois, il est là pour ça notamment, pour ouvrir la discussion. Et les facteurs de risque, ils sont de quel ordre? Alors, ils sont variés. Il y a bien sûr les antécédents psy, personnels ou dans la famille. Ça, c'est un facteur connu. Logique. Mais il y a aussi des facteurs liés à la grossesse. Être très jeune ou, disons, plus âgé, une première grossesse, des complications médicales. D'accord. Et puis tout l'environnement. L'isolement social, la précarité, une histoire personnelle difficile, parfois le contexte de migration aussi. Tout ça peut jouer. C'est donc un mélange complexe. Et comment ça se traduit concrètement? Est-ce différent si la femme a déjà eu des troubles psy? Oui. Pour celles qui ont un trouble connu, bipolaire, dépression récurrente, schizophrénie, le risque de rechute il augmente pas mal, surtout après l'accouchement, dans les semaines qui suivent. D'accord. Et on entend parfois l'expression psychose puerpérale. C'est quoi exactement? Alors ça, c'est un épisode aigu, vraiment. Le plus souvent un trouble de l'humeur type manie ou épisode mixte, qui démarre brutalement juste après l'accouchement. Ah oui, Souvent avec des idées délirantes, des hallucinations, parfois une confusion. Et là, c'est une urgence psychiatrique, vraiment. Le risque de suicide et d'infanticide est majeur, extrêmement grave donc. oui. C'est pour ça qu'une prise en charge immédiate est vitale. Et dans ce contexte, la gestion des addictions, si elles existent, est aussi un vrai défi. Idéalement, on anticipe tout ça avec un projet de grossesse discuté en équipe. Et un suivi rapproché. Tout à fait. Et petit rappel important, l'acide valproïque est formellement contre-indiqué chez la femme enceinte ou sans contraception efficace. C'est crucial. Bien noté. Et pour les femmes qui n'avaient pas d'antécédents psy connus, quels troubles peuvent apparaître à ce moment-là? Alors, pendant la grossesse elle-même, on voit pas mal d'anxiété, environ 5 à 15%, souvent centrée sur le bébé, l'accouchement, la peur de ne pas être à la hauteur. Des craintes assez spécifiques en fait. C'est ça. Il y a aussi la dépression caractérisée qui touche à peu près 10% des femmes enceintes, parfois avec une grosse culpabilité vis-à-vis du fœtus. Et plus rarement, le déni de grossesse, j'imagine. Oui, c'est beaucoup plus rare, heureusement, environ 3 pour 1000 naissances. Là, la femme n'a simplement pas conscience d'être enceinte, c'est très particulier. D'accord. Et après l'accouchement? Les chiffres semblent grimper encore. On parle souvent du baby blues. Ah oui, le baby blues, ça c'est très très fréquent. 30 à 80% des femmes le vivent. C'est juste quelques jours après l'accouchement. On pleure facilement, l'humeur change, on est fatigué. Mais c'est passager. Exactement. C'est physiologique, ça dure pas. Le point clé, c'est de bien le distinguer de la dépression du postpartum, la fameuse DPP. Voilà. Et qu'est-ce qui fait la différence alors? Qu'est-ce qui doit alerter? La DPP, c'est un vrai épisode dépressif. Ça touche environ 15% des mères, donc c'est pas négligeable. Et ça s'installe plus longtemps, une tristesse qui pèse, plus d'envie, le sentiment d'être nul, un épuisement. Une culpabilité aussi, j'imagine? Énormément. Et une anxiété importante. Et puis il y a quelque chose de très spécifique et très angoissant, les phobies d'impulsion. C'est-à-dire? Ce sont des pensées horribles, intrusives, où la mère a peur de faire du mal à son bébé. C'est vécu avec une honte immense, mais, et c'est crucial, il n'y a pas de passage à l'acte lié à ces peurs-là. C'est la peur de l'acte qui domine. Ça doit être terrible à vivre. C'est extrêmement angoissant. Et le drame, c'est que la DPP est souvent sous-diagnostiquée. La pression sociale, l'image de la mère parfaite, la honte, ça empêche de parler. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres troubles peut-être plus rares, mais plus sévères, qui peuvent survenir après la naissance chez des femmes sans antécédents? Oui, on peut voir des épisodes psychotiques brefs ou des premiers épisodes maniaques. C'est plus rare, heureusement, 1 à 2 pour 1000 naissances. Ça démarre très fort, très vite dans les premières semaines. Avec quels signes?
Des idées délirantes, souvent autour du bébé, une grande agitation, parfois de la confusion. Et là aussi, le risque de suicide et d'infanticide est très élevé. Encore une urgence. Absolument. Et souvent, ces épisodes, ils marquent le début d'un trouble bipolaire, ou plus rarement d'une schizophrénie. Et point important, il faut toujours éliminer une cause physique, comme une thrombophlébite cérébrale. Une cause neurologique en somme. Exactement. Un caillure dans une veine du cerveau, ça peut mimer des symptômes psy. Compris. Alors face à tout ça, comment on organise la prise en charge? C'est complexe, non? Le mot d'ordre, c'est la coordination. Il faut un réseau. Médecins traitants, maternité, PMI, psychiatre, pédiatre, tout le monde doit travailler ensemble, autour de la relation mère-enfant. Et les médicaments, les psychotropes, dans tout ça? C'est délicat. Il passe le placenta, il passe dans le lait maternel. Donc la décision, c'est vraiment du cas par cas. On pèse le pour et le contre, souvent avec l'aide de centres spécialisés comme le CRATS qui donne des infos sur les risques des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement. Et on évite d'arrêter brutalement un traitement qui était nécessaire avant? En général, oui. L'arrêt brutal peut être plus risqué que la poursuite adaptée. Vous insistez sur le lien mère-enfant. Quel est le rôle des unités mère-enfant, les UME? Ah, elles sont cruciales, surtout pour les situations les plus graves ou quand le contexte est très difficile. Elles permettent d'hospitaliser la mère avec son bébé. Ah, d'accord. Ça permet de soigner la mère, bien sûr, mais aussi de soutenir activement le lien précoce, les interactions. C'est fondamental pour le développement de l'enfant et pour prévenir des troubles plus tard. Une approche vraiment globale. C'est ça, on soigne la relation en même temps que la pathologie. Donc, si on devait résumer, Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est d'abord que ces troubles sont fréquents et très variés. Du baby blues quasi normal à la psychose puerpérale qui est une urgence vitale. et que le dépistage est clé. Fondamental, un dépistage attentif, un accompagnement rapide, bien coordonné et surtout sans jugement. Et les structures comme les UMS sont des outils précieux quand c'est nécessaire. C'est très clair. Reconnaître les signes, ne pas banaliser la souffrance et bien comprendre que cette période est unique en termes de vulnérabilité. Exactement. Et peut-être une dernière pensée, un peu plus large, Oui, c'est de réfléchir à comment l'image qu'on a de la maternité, souvent très idéalisée dans notre société, comment ça pèse sur la capacité des femmes et de leur entourage à repérer ces difficultés et à oser en parler, sans honte, sans culpabilité. une réflexion importante en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.